Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, j'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Settlement. C'est un jeu qui a été édité en 2021 par l'éditeur iGame, qui est un éditeur de l'Ukraine. Et le jeu est distribué en français au Québec par Hello Games. On veut d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé cette copie du jeu, qu'on puisse l'essayer pour vous le présenter en vidéo. C'est un jeu de l'auteur Alexander Nevsky qui est très connu pour son excellent jeu Mysterium. Celui-ci se joue de 1 à 4 joueurs et les parties vont durer entre 45 à 90 minutes. Le but du jeu va être de marquer le plus de points de victoire. C'est un jeu euro de gestion de ressources avec du placement d'ouvriers, du placement de tuiles, de la collection d'ensemble et un petit côté de construction d'engins dans lequel on va bâtir notre village avec des tuiles de bâtiment, on va devoir ramasser des ressources, on va explorer des contrées pour pouvoir placer des tuiles sur notre plateau personnel et pour générer des ressources sur celles-ci, battre des monstres aussi et on va essayer de marquer le plus des points en recrutant des cartes de héros qui vont nous donner des points à la fin de la partie. On a aussi certains bâtiments qui peuvent avoir des bonus de points. Alors, Settlement, je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau principal au milieu de la table et sur celui-ci, on va aller placer le marqueur contour sur la case numéro 1 de la piste des manches. On va ensuite former des réserves avec les différents jetons et ressources. On a les 3 ressources de base, le bois, la pierre et l'argile. On a les 2 ressources avancées qui sont les diamants et les pièces d'or. On a ensuite une réserve avec les tuiles fortification et une réserve avec les villageois bonus. On va aussi faire des réserves avec les 4 sortes de monstres qu'on va séparer par couleur. On va mélanger toutes les tuiles bâtiments et on va les placer pour former 3 pioches de tuiles face cachée. Le nombre de tuiles par pioche n'est pas important, elles ne sont pas obligées de toutes être égales. On va ensuite au hasard piocher 9 tuiles qu'on va aller placer dans les emplacements du marché. On peut choisir des tuiles au hasard dans n'importe quelle des 3 pioches jusqu'à temps qu'on ait rempli les 9 emplacements du marché. On va ensuite séparer les tuiles terrain selon le numéro 1, 2 ou 3 et on va les placer face cachée sur l'emplacement correspondant du plateau principal. On va mélanger les cartes héros et on va les placer sur le plateau à leur endroit respectif pour former une pioche. Et on va ensuite révéler les 4 premières cartes héros qui seront placées dans les emplacements qui sont sous le plateau principal. On va mélanger les tuiles artefacts et on va en choisir au hasard un nombre égal à 3 plus le nombre de joueurs. Comme on est dans une partie à 2 joueurs, on va révéler un total de 5 tuiles artefacts qu'on va placer face visible en haut du plateau principal. Les autres tuiles artefacts ne seront pas utilisées dans la partie et seront retournées dans la boîte de jeu. Chaque joueur va recevoir un plateau joueur qu'il va placer devant lui et va se prendre 6 villageois de base et une ressource de base de chaque sorte, donc une ressource de bois, une ressource de pierre et une ressource d'argile. On va placer nos 3 ressources dans la zone de ressources dans le haut de notre plateau joueur et on va aller placer nos villageois de base dans les 6 emplacements correspondants dans le bas du plateau. On va ensuite déterminer un premier joueur au hasard et on va lui remettre le marqueur premier joueur. Et finalement, pour terminer la mise en place, en ordre inverse de tour de jeu, donc en commençant par le joueur qui n'a pas le marqueur premier joueur, il va se choisir une des 5 tuiles artefacts et va aller la placer sur son plateau personnel. Et ensuite, le premier joueur va choisir en deuxième, il va choisir parmi les tuiles restantes et s'en choisir une lui aussi. Une partie de Settlement se joue en 6 manches de jeu. À chacune des manches, les joueurs vont utiliser leurs villageois pour aller les placer sur les différents emplacements d'action de leur plateau personnel pour pouvoir faire différentes actions qui vont leur permettre notamment de gagner des ressources, d'explorer des tuiles terrain, de combattre des monstres, de construire des bâtiments à partir des tuiles du marché. Et tout cela va leur permettre de générer de plus en plus de ressources dans le but d'aller inviter
les différentes cartes héros qui sont les cartes d'objectifs qui nous donnent des points de victoire à la fin de la partie. Et à la fin des 6 manches de jeu, le joueur qui aura marqué le plus de points de victoire sera déclaré vainqueur. Lorsqu'on débute une manche, on va commencer par le joueur qui est en possession du marqueur premier joueur qui va faire le premier tour de jeu. À chaque tour de jeu, un joueur peut faire une action et ou inviter un héros en dépensant les ressources demandées sur la carte pour pouvoir la gagner. Lorsqu'un joueur ne peut pas faire aucune de ces deux options, soit de faire une action ou d'inviter un héros, à ce moment-là, il doit passer son tour, ce qui mettra fin à la manche pour ce joueur. Lorsque tous les joueurs auront passé, ça va terminer la manche en cours. À son tour de jeu, un joueur peut décider d'inviter un héros avant de faire son action ou il peut le faire aussi après avoir exécuté son action. Un joueur a le choix de 7 actions parmi son tour de jeu et il va en effectuer une de celles-ci. La première action qu'on peut faire est l'action de construction. Pour la faire, un joueur va prendre un de ses villageois et il va aller le placer dans la zone de construction où il y a la petite maison. Il va ensuite se choisir une des tuiles disponibles au marché et il devra payer le coût de la tuile qui est indiqué en haut de celle-ci. Par exemple, si je veux construire le bâtiment qui est là, je devrais dépenser une ressource de roche. Donc je vais dépenser ma roche, la retourner dans la réserve, je vais prendre cette tuile et je vais ensuite la placer dans n'importe quelle case de mon village qui sont les 9 emplacements dans le bas de mon plateau personnel, donc je pourrais le placer à cet endroit-là, par exemple. Si jamais un joueur a déjà placé 9 tuiles dans son village, à ce moment-là, il ne peut pas exécuter l'action de construire un bâtiment. Lorsqu'on a placé notre bâtiment, on va aller piocher une tuile de n'importe quelle des pioches pour pouvoir le remplacer dans l'espace vide du marché. La deuxième action qu'on peut exécuter est d'explorer un terrain. Regardons comment le deuxième joueur va effectuer cette action. Premièrement, on va prendre des villageois et les placer dans la zone d'exploration qui est l'icône de la caravane. Selon le numéro de la région qu'on va explorer, ça va nous prendre un certain nombre de villageois. Donc, un villageois pour une région numéro 1, 2 villageois pour une région numéro 2 et 3 villageois pour une région numéro 3. On est obligé de commencer par explorer une région numéro 1. Donc, la première fois que je fais cette action dans la partie, je vais aller placer un seul villageois dans la zone d'exploration. Ensuite, on va aller piocher la première tuile terrain de la pioche. On va la regarder et on va aller la placer dans un des 3 emplacements du niveau 1. Donc, je pourrais la placer ici au centre. La première tuile terrain qu'on explore dans la partie doit obligatoirement être une tuile terrain de niveau 1 et toutes les autres tuiles suivantes devront être adjacentes orthogonalement à la première tuile explorée. Donc je pourrais aller à l'autre ou 2 autres emplacements de niveau 1 ou je pourrais aller à l'emplacement niveau 2 qui est au centre pour ma prochaine exploration. Lorsqu'on explore, il y a aussi un risque de rencontre avec un monstre. Donc, lorsqu'on place une tuile terrain, on va regarder l'icône de monstre qui est indiquée sur la tuile. Donc, c'est le monstre vert. Et on va aller regarder parmi les 4 cartes héros, s'il y a l'icône vert de monstre sur une des cartes visibles. Et on voit qu'il y est à une reprise. Donc, s'il y est au moins une fois, on va aller prendre le monstre correspondant de la réserve et on va aller le placer sur son icône de monstre de la tuile qu'on vient d'explorer. Et si jamais aucune carte héros parmi celles qui sont visibles n'a l'icône de ce monstre, à ce moment-là, il n'y a pas de monstre qui apparaissent sur la tuile. On revient à mon premier joueur qui, au début de la manche, avait choisi l'artefact ici qui donne une ressource de diamant. Il va donc mettre un diamant dans sa réserve. Il va choisir de refaire l'action de construire un bâtiment. Il va aller se chercher le bâtiment qui est ici, qui va justement coûter un diamant. Donc il va le dépenser. Et il va aller placer la tuile ici dans la même rangée, dans la même rue que le premier bâtiment qu'il a construit préalablement. Il va ensuite placer une nouvelle tuile dans le marché pour terminer son tour de jeu. La troisième action qu'on peut faire est de chasser un monstre. Et évidemment, pour faire cette action, il doit y avoir au moins un monstre sur notre plateau personnel pour pouvoir la faire. Selon le type de monstre qu'on veut combattre, on va devoir dépenser un certain nombre de villageois sur l'action de chasse. Donc si c'est un monstre vert, ça va nous coûter 1 villageois. Si c'est un monstre jaune, 2 villageois. Un monstre bleu, 3 villageois. Et un dragon, le monstre rouge, 4 villageois. Je pourrais donc aller chasser le troll, qui est le monstre vert, en plaçant un villageois dans la zone de chasse. Et je vais retirer ce troll de mon plateau personnel. De plus, lorsqu'on chasse un monstre, on aura aussi une récompense qui est aussi inscrite dans l'aide de jeu de cette action. Donc pour avoir chassé un troll, je vais gagner une ressource de diamant.
Et comme ce joueur avait choisi le chaudron d'or comme artefact, il va gagner une pièce d'or qu'il va prendre en utilisant son artefact. La quatrième action est d'activer une rue. Pour ce faire, on doit avoir au moins un bâtiment dans notre ville pour pouvoir faire cette action. On voit qu'il y a un emplacement d'action devant chacune des rues, qui sont chacune des rangées de la section de la ville de notre plateau personnel. Pour activer une rue, on va aller prendre un de nos villageois, on va le placer sur l'emplacement de la rue. Ce sont des emplacements qui sont limités à un seul villageois par manche, donc on peut activer au maximum chacune des rues une seule fois à chaque manche, à moins d'avoir un artefact qui nous permet de le faire 2 fois. Et ensuite, on peut activer l'effet des bâtiments de cette rue dans l'ordre de notre choix. Donc, je vais activer le bâtiment qui est là en premier, c'est-à-dire que je vais prendre n'importe quelle ressource de base, soit du bois, de la pierre ou de l'argile. Donc, je vais dépenser un bois et je vais le transformer pour gagner une pièce d'or. Je vais ensuite activer mon deuxième bâtiment qui lui demande une pièce d'or et il va me donner 2 diamants. L'activation des bâtiments est optionnelle. On n'est pas obligé d'activer tous les bâtiments de la rue qu'on a décidé d'activer. On peut laisser faire certaines activations si jamais on n'a pas les ressources pour les payer. La 5e action qu'on peut faire est de construire une fortification. Pour ce faire, on va aller placer un villageois dans la zone de fortification et on va prendre une tuile fortification de la réserve et aller la placer sur une tuile terrain où il n'y a pas de monstre et on va recouvrir l'icône de monstre de la tuile avec la tuile fortification. Les fortifications vont nous permettre d'empêcher le retour des monstres sur cette tuile pour le reste de la partie et va aussi nous permettre de garder une ressource de base de plus entre chacune des manches. Et elles vont aussi nous donner accès à la 6e action qu'on peut faire, qui est d'activer une fortification. Donc à son prochain tour de jeu, le joueur pourrait prendre un villageois et aller le placer sur sa tuile fortification. Et il va ainsi activer la ressource de la tuile, donc l'effet de la tuile terrain. Ici, c'est de gagner une ressource d'argile que je vais placer dans ma réserve. Chaque tuile fortification ne peut contenir qu'un seul villageois, donc on peut activer chacune de nos fortifications une seule fois par manche. Et la 7e action qu'on peut faire est d'activer une région qui fonctionne sensiblement comme activer une rue, mais qui va se faire à partir des tuiles terrain qui sont placées dans le haut de notre plateau personnel. Pour ce faire, on va aller placer notre villageois sur l'emplacement d'action qui est vis-à-vis cette région, qui sont une des 3 rangées de la zone terrain, et on va ensuite activer les différentes tuiles pour gagner des ressources. On va seulement activer les tuiles qui n'ont pas de monstre, donc la tuile qui est ici ne sera pas activée puisqu'il y a un monstre dessus. Je vais activer l'autre tuile qui va me faire gagner une ressource d'argile et c'est tout. Si j'avais une autre tuile de présente, par exemple, comme ceci, j'aurais gagné une ressource de bois en plus. Mais comme cette tuile est présentement vide, on va aller faire le risque de rencontre comme quand on fait de l'exploration. Donc on va aller regarder une fois qu'elle a été activée s'il y a l'icône du monstre jaune parmi les cartes héros qui sont face visible sous le plateau. Et si c'est le cas, on va faire apparaître un nouveau monstre sur cette tuile. De là l'intérêt de construire des tours de fortification pour empêcher les monstres de revenir. Les joueurs peuvent aussi faire des actions d'échange qui sont des actions gratuites qu'ils peuvent faire le nombre de fois qu'ils veulent dans leur tour de jeu. Les taux d'échange sont inscrits sur leur plateau personnel. On peut donc échanger n'importe quelle des 2 ressources de base contre n'importe quelle ressource de base. Les ressources de base sont le bois, la pierre et l'argile. On peut échanger une ressource de chaque sorte de base, donc un argile, un bois et une pierre pour obtenir un diamant. On peut échanger 2 diamants contre une pièce d'or ou on peut échanger une pièce d'or contre n'importe quelle ressource de base. Donc mon joueur pourrait décider d'échanger un bois, une pierre et un argile, donc les 3 ressources de base, et il pourrait les échanger contre un diamant. Après avoir fait son action, mon joueur peut décider de recruter un héros. Il va donc regarder s'il a les ressources pour pouvoir recruter un des 4 héros qui est face visible. Les 2 premiers emplacements près de la pioche ont des coûts supplémentaires en diamants. Donc l'emplacement le plus à gauche a un emplacement de 2 diamants supplémentaires et le deuxième a un coût de 1 diamant de plus en plus de ce qui est sur sa carte. Mon joueur va décider de recruter l'héros qui est ici. Il va donc dépenser 2 ressources d'argile
une pièce d'or et un diamant pour payer les coûts demandés par cette carte de héros. Il va ensuite gagner cette carte. Il va regarder s'il y a un effet instantané dans le bas de celle-ci. Donc on voit qu'il y a un icône d'un villageois bonus. Il va donc prendre un villageois bonus dans la réserve et le placer dans la zone de ses villageois. Et ensuite, il va aller placer sa carte face cachée dans sa zone de jeu. Elle lui rapportera des points de victoire en fin de partie. Il y a 4 types de cartes héros qui vont nous rapporter tous des points de victoire en fin de partie. Certaines cartes, on a directement la valeur de points indiquée sur celle-ci. Donc ce héros va me donner 7 points de victoire à la fin de la partie. Les autres types, cela va dépendre de ce qu'on a réussi à construire sur notre plateau personnel. Si on voit l'icône de la maison, il va nous rapporter 1 point par tuile de bâtiment qu'il y a dans notre ville. S'il y a l'icône d'exploration, on va avoir 1 point par tuile de terrain qu'il y a sur notre plateau personnel. Et si on a l'icône de la fortification, on va marquer 1 point par tuile fortification qu'il y a sur notre plateau personnel. Et après avoir recruté un héros, on va glisser les cartes restantes vers la droite et on va aller placer une nouvelle carte héros dans l'emplacement le plus à gauche, celui qui a un coût supplémentaire de 2 diamants. Généralement, à la fin de son tour de jeu, lorsqu'un joueur va avoir terminé de placer ses derniers villageois, il va passer son tour immédiatement. Il n'a pas besoin d'attendre son prochain tour de jeu. Il peut déclarer qu'il passe son tour à la fin d'un de ses tours de jeu. Lorsqu'un joueur déclare qu'il passe son tour de jeu, premièrement, il va perdre toutes les ressources de base qui lui restent dans sa zone, à moins qu'il ait des jetons de tuiles de fortification sur ses tuiles terrain. Ce n'est pas le cas de notre premier joueur. Il va donc perdre sa ressource d'argile et la retourner dans la réserve. Il va ensuite ramener tous ses villageois de base dans les emplacements dans le bas de son plateau personnel et il va ensuite se choisir une nouvelle tuile d'artefact pour la prochaine manche. Il pourrait prendre celui-ci qui va remplacer celui qu'il avait et il va replacer celui qu'il avait dans la réserve de tuiles artefacts. Mon deuxième joueur a un villageois bonus dans sa zone. Il pourrait donc faire une autre action avec celui-ci avant de passer son tour. S'il le fait, il va l'utiliser et il va perdre son villageois bonus. Donc on les utilise une seule fois et à la fin de la manche, on va les retourner dans la réserve générale, contrairement aux villageois de base. Par contre, s'il passe son tour immédiatement, son villageois bonus va demeurer dans sa zone de villageois et il pourra alors l'utiliser pendant la prochaine manche. C'est ce qu'il va décider de faire. Il va donc passer son tour. Il va perdre sa ressource de bois normalement, mais il a une tour de fortification. Donc chaque fortification peut me permettre de conserver une ressource de base. Je vais donc conserver mon bois. Je vais ensuite retourner mes villageois dans la zone des villageois dans le bas de mon plateau. J'aurai donc 7 villageois à la prochaine manche et je vais aller me choisir un nouvel artefact parmi ceux qui sont disponibles et retourner celui que j'avais dans la réserve. Lorsque tous les joueurs ont passé leur tour, ça met fin à la manche et on va passer à la phase de fin de manche. Premièrement, on va défausser la carte héros la plus à droite. On va ensuite faire glisser les cartes restantes d'un emplacement et on va placer une nouvelle carte héros dans l'emplacement de gauche. Ensuite, on va regarder dans le marché de tuiles bâtiments s'il y a des bâtiments identiques. Si c'est le cas, on va les empiler les uns sur les autres. Donc, ces deux-là sont identiques. Ces deux-là le sont et c'est tout. Et ensuite, on va aller révéler des nouvelles tuiles bâtiments pour combler les espaces vides. Même si les bâtiments révélés sont identiques à des bâtiments qu'on a déjà empilés, on va les laisser sur leurs emplacements. Et s'ils sont encore là à la fin de la prochaine manche, à ce moment-là, ils pourront s'empiler ensemble. On va déplacer le marqueur contour pour aller sur la deuxième manche. Et on va donner la tuile premier joueur au premier joueur qui a passé son tour. Donc le premier qui passe son tour, c'est celui qui va devenir premier joueur pour la prochaine manche. Donc c'est lui qui a passé en premier. Il conservera donc la tuile premier joueur. Et ce joueur va débuter la deuxième manche en faisant son action et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on ait joué la manche numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5 et numéro 6. À la fin de la 6e manche, on va passer au décompte final des points.
Les joueurs peuvent marquer des points de deux façons. La première est évidemment les cartes de héros qu'ils auront recrutés pendant la partie. Donc si j'ai un héros à 8, un deuxième à 8, un à 9 points. J'ai deux héros qui vont marquer 1 point par nombre de bâtiments que j'ai construits. J'en ai construit 8, donc chacun de ces héros va me donner 8 points. Celui-ci, pour chaque tuile que j'ai explorée, j'en ai exploré 7, donc il vaut 7 points. Et celui-ci, pour chaque fortification que j'ai construite, j'en ai 4, donc il va me marquer 4 points de victoire. De plus, il y a deux types de bâtiments qui peuvent marquer des points de victoire. Il y a les cathédrales sur lesquelles on va accumuler des ressources de diamants. Et chaque diamant sur les cathédrales va nous donner 4 points. Et on a les banques qui font le même principe avec les pièces d'or, mais chaque pièce d'or va marquer 5 points. J'ai deux cathédrales et j'ai réussi à placer 3 diamants sur chacune de mes cathédrales, donc elles me donnent 12 points chacune. Si j'additionne mes 24 points de cathédrale avec tous mes points de héros, ça me fait un total de 76 points de victoire. Le joueur qui a marqué le plus de points sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui a le plus de pièces d'or, sinon le joueur qui a le plus de diamants restants dans sa réserve. Sinon, ce sera une victoire partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Settlement. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Settlement? On va commencer par les points positifs. Premièrement, j'ai adoré la couverture du jeu. C'est ça qui m'a intrigué, c'est ça qui m'a poussé à vouloir l'essayer. En plus du nom de l'auteur, évidemment, qui a fait Mysterium, qui est un jeu que j'adore. Donc, j'étais très curieux d'essayer celui-ci. La production du jeu, elle est quand même très bien, donc du bon matériel, on a plein de composantes de bois, les meeples sont énormes, c'est comme des meeples géants on dirait, fait qu'ils sont très satisfaisants, ils sont le fun à manipuler, ils sont vraiment aussi super épais, les meeples de monstres qui sont géniales, donc il y a 4 sortes de monstres, on a fait quand même 4 sculptes de meeples différents, eux autres aussi sont assez immenses, assez intenses, fait que ça c'est le fun, les ressources sont en bois aussi, fait que c'est le genre de composantes qu'on aime bien dans un jeu comme ça, les tuiles aussi c'est assez épais pour la qualité, le matériel. Donc, dans l'ensemble, c'est une très bonne production pour Settlement. Sinon, pour le gameplay, j'ai adoré la simplicité du jeu. Le livre de règles très bien bâti, donc très bien structuré, c'est facile s'y retrouver. On a un paquet d'annexes dans les dernières pages pour expliquer en détail toutes les tuiles bâtiments, toutes les cartes héros, toutes les tuiles d'artefacts. Fait que c'est facile de retrouver l'information lorsqu'on cherche ça dans le livret. L'autre chose qui est le fun, c'est que le plateau personnel des joueurs nous sert aussi d'aide de jeu. Donc, on n'a pas besoin de se référer au livre de règles même dans la première partie. On a vraiment toutes les informations nécessaires sur le plateau. On a les coûts en action pour le nombre de villageois que ça prend. On a les récompenses quand on tue tel type de monstre, combien ça prend de villageois à faire telle action, ainsi de suite. Puis, tous les spots d'action sont sur nos plateaux aussi. Fait qu'on sait que c'est ça les actions que j'ai disponibles. Fait que ça me sert autant d'aide de jeu à savoir qu'est-ce que je peux faire comme action et qu'est-ce qu'elles coûtent en villageois et qu'est-ce qu'elles vont me donner comme récompense quand c'est le temps. Encore une fois, c'est très bien structuré, l'action d'échange, même chose, on a toutes les informations. Fait qu'un plateau qui est vraiment pratique dans le sens qui sert aussi d'aide de jeu et que l'iconographie du jeu est vraiment simple et facile à assimiler. Donc, c'est vraiment facile de s'y plonger. Il y a un mode solo dans le jeu, mais honnêtement, c'est seulement un petit paragraphe dans le livret d'instruction, puis c'est un mode solo de style battre ton propre score. Il n'y a pas nécessairement beaucoup de règles différentes qu'une partie en multijoueur, mais bon, c'est quand même présent dans le jeu, donc on veut le spécifier. Pour le jeu en tant que tel, le gameplay, moi je suis un gros fan des jeux de engine building, donc c'est quand même un jeu d'engine building parce qu'on va aller explorer des tuiles terrain, on va aller acheter des tuiles bâtiments, on va construire nos rangées sur notre plateau pour essayer de développer des synergies, essayer de développer des combos qui vont nous donner plus de ressources, essayer aussi de protéger nos tuiles avec des fortifications pour pas qu'il y ait tout le temps des monstres dans nos pattes si on veut générer beaucoup de ressources. C'est un jeu qu'on a aussi besoin de réfléchir un peu à moyen terme. Il faut voir le jeu manche par manche parce qu'on va perdre certaines ressources. Si on fait juste ramasser des ressources dans une manche, ça donne rien parce que tu perds toutes tes ressources de base, à moins que tu aies vraiment une tonne de fortification. Donc, tu as ça à bien quand même planifier puis à bien penser de pas trop produire de ressources et de les utiliser de la façon la plus efficace. Fait qu'on va avoir des décisions intéressantes à prendre avec ça à chacune des manches pour essayer d'optimiser les ressources qu'on fait versus ce qu'on va dépenser pour perdre le moins de choses possible et aussi les combos qu'on construit dans nos rangées dans la ville et les rangées dans
l'exploration pour générer des ressources et tout ça, décider où on veut construire aussi nos fortifications, savoir quelle tuile on veut protéger, quel effet on désire activer le plus souvent, parce qu'on a l'opportunité d'y aller aussi avec un ouvrier. Fait qu'il y a quand même plein de petites décisions intéressantes pour se construire des petits combos, puis un petit engin très léger mais sympathique. Pour les côtés négatifs, c'est un jeu qui me laissait un peu sur mon appétit par son côté visuel ou son thème ultra générique. Le visuel, les plateaux à la base sont vraiment juste tout beige, là. Donc c'est vraiment un jeu beige, littéralement. La même chose avec le plateau de joueurs, le plateau principal. Donc tout est juste drab, tout est beige. Je pense qu'on aurait pu faire un effort pour rendre ça un peu plus coloré niveau direction artistique. Les cartes de héros aussi, même chose. Le visuel est correct, mais sans plus. C'est pas quelque chose qui va nous jeter à terre. C'est sûr qu'en venant de l'auteur de Mysterium, je me disais il va peut-être mettre une grande place au niveau artistique dans son jeu encore une fois. Puis c'est ce que la boîte du jeu nous laissait paraître, donc un visuel qui était vraiment très frappeur, très grandiose, mais je trouve que le visuel / thème du jeu tombe un peu à plat. La chose que j'ai moins aimé pour le gameplay, c'est la façon dont le scoring fonctionne. Donc le scoring fonctionne majoritairement avec les cartes de héros. Oui, tu as deux types de bâtiments qui peuvent marquer des points en plaçant les cristaux sur les cathédrales, les diamants sur les cathédrales ou bien les pièces d'or dans les banques. C'est une façon de comboer puis de faire des points avec ça, mais la majorité de tes points va quand même provenir des cartes de héros. Et il y en a seulement 4 de disponibles à la fois. Et il y a quand même un gros hasard dans... Ok, je suis en train de ramasser les ressources pour acheter un héros. Bon, l'autre personne l'enlève. Puis là, j'ai vraiment pas ce qu'il faut pour les autres héros. On est rendu à la fin de la manche. Je perds des ressources que j'ai ramassées. On sent pas très satisfaisant ce petit côté-là quand ça arrive. Fait qu'il y a une bonne distribution de hasard dans la façon que les cartes héros sortent puis comment les obtenir. Vu que c'est le scoring principal, c'est un peu chiant qu'il y ait autant d'hasard dans cette composante du jeu. Sinon, j'aurais aimé que ça soit un peu plus varié pour le scoring, d'avoir peut-être, je sais pas, des objectifs ou des choses un peu plus qui peuvent nous donner des points en plus des cartes de héros. Donc, de pas juste centrer le scoring autour de ça, mais de donner une certaine importance à ce qu'on a aussi réussi à construire et à accomplir pendant la partie, indépendamment des cartes héros qu'on a ramassées. Fait que j'aurais aimé ça qu'on valorise ça un peu plus dans le scoring. Et le petit côté qu'on perd des ressources entre chaque manche, ça me fait toujours un peu grincer des dents. C'est pas un principe que j'aime beaucoup dans les jeux de gestion, justement. Je trouve ça un peu punitif. Dans certaines situations, justement, je ramasse des ressources, puis là, je me fais enlever la carte héros que je voulais acheter. Fait que là, je perds 2-3 ressources. Fait que c'est comme si j'avais perdu 3-4 actions au final. J'ai perdu quasiment la moitié d'une manche à rien faire, puis à perdre ce que j'ai fait. Donc ça, c'est pas un sentiment qui est le fun dans une partie, dans un jeu de gestion. Pour moi, encore une fois, c'est quelque chose que j'aime pas beaucoup. Somme toute, Settlement, je vais lui donner une note de C+. Donc pour moi, c'est un jeu qui est correct. Un petit jeu de gestion qui est très léger, très simple, mais qui est facile à embarquer. Je pense que ça peut en faire un bon jeu d'initiation pour un jeu de type engine building, donc construction d'engins économiques, gestion de ressources. Donc ça peut être léger pour jouer avec des plus jeunes aussi. Le fait que l'iconographie elle est vraiment bien faite, que tout se retrouve sur le plateau. Donc ça, c'est bien pensé au niveau design, au niveau édition. Il y a des belles idées aussi. J'aime la twist des artefacts, la twist que ça va amener de est-ce que je passe en premier, même s'il me reste un ouvrier puis je l'utilise pas parce que je vais être premier joueur. En étant premier joueur, je vais aller chercher l'artefact que je veux parce que je veux utiliser son effet à la prochaine manche. Ça aussi, j'ai trouvé le fun, la dynamique des artefacts, puis le fait qu'il y en a quand même une quinzaine dans le jeu, on les utilise pas tous pour une partie. Fait que ça, il y a des belles idées, il y a des belles affaires. Mais on dirait que le système de scoring m'a tombé un peu à plat. Puis le visuel aussi, le thème qui m'a un peu déçu dans le jeu. Fait qu'on dirait que j'avais peut-être de trop hautes attentes à ce jeu-là. Mais bref, c'est un petit jeu léger d'introduction pour les jeux euro. Donc si c'est dans ce style-là que vous recherchez, c'est peut-être quelque chose qui peut vous intéresser. C'est disponible présentement en français dans vos boutiques favorites. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez cliquer le petit bonhomme ici en bas pour vous abonner. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez aussi nous encourager sur notre page Patreon, qui vous donne aussi accès à notre serveur Discord. Et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.